Bonjour à tous, et bien bienvenue pour ce second webinar de l'année qui va être consacré, une fois n'est pas coutume chez Sony, à notre gestion action. C'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup communiqué sur notre gestion obligataire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion action chez Sony, ça existe chez nous depuis plus de 10 ans, au travers d'un fonds qui s'appelle Sony Manager. Sony Manager, c'est un fonds qui est éligible au PEA, éligible au PEA PME, et c'est un fonds sur lequel on a bien travaillé depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis, dans le courant de l'année 2020, en plein confinement, j'ai envie de dire, on a décidé de façon très volontariste de vouloir donner une nouvelle dimension à cette gestion action. Et une nouvelle dimension dans une structure entrepreneuriale comme est Sony Asset Management, ça ne peut passer que par une nouvelle dimension humaine. Et donc, au hasard des rencontres, j'ai rencontré un garçon avec qui je vais partager le webinaire aujourd'hui, qui s'appelle Meir Ben Amram, avec qui on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on a essayé de s'entendre sur un projet commun et in fine, les planètes se sont assez rapidement alignées. Donc, Meir nous a rejoint le 1er juin pour devenir le responsable de la gestion action chez Sony, pour nous apporter toute son expertise qu'il va évidemment vous déployer au cours de ce webinaire aujourd'hui. Voilà, donc il est arrivé le 1er juin, ça s'est très bien passé depuis le 1er juin, on est très content. Donc, on va vous parler de notre fonds Sony Manager, de comment finalement ce fonds a été repris en main en termes de gestion, de comment cela se passe, donc pour vous donner un petit peu d'éclairage et d'informations autour de tout cela. Et puis dans la deuxième partie, on vous parlera également d'un nouveau fonds que nous avons créé, qui s'appelle Sony Recovery, donc qui est un fonds thématique spécifique et un peu différenciant des fonds thématiques que vous avez l'habitude de connaître aujourd'hui, qui sont ou des fonds thématiques sectoriels ou des fonds thématiques géographiques ou autres. Donc, vous verrez qu'il y a une vraie ADN un peu différenciante. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on va passer une trentaine de minutes ensemble à vous parler de tout cela. Vous verrez, c'est assez intéressant, le discours de Meir est assez différenciant des discours que vous allez entendre. Donc si vous êtes venu pour entendre qu'on est des stock pickers, qu'on connaît bien les management et que vous allez voir, on va choisir des bonnes boîtes, on va essayer de parler d'un peu d'autre chose parce que si c'est juste ça, ça va être vite très réducteur. Dans l'outil que vous avez aussi la possibilité de poser des questions en direct, donc on tâchera d'y répondre bien évidemment. L'idée c'est que ce soit interactif. Et si toutefois on n'a pas répondu à toutes les questions, parce que vous êtes déjà très nombreux et ça nous fait bien plaisir, si on n'a pas répondu à toutes les questions, évidemment on a vos coordonnées, on rappellera tout le monde pour avoir une vision globale de tout ça. Voilà, donc voilà pour une introduction que j'ai essayé de faire le plus simple possible et la plus simple possible. Voilà, Meir, je te passe la parole pour nous expliquer un petit peu ta vie, ton œuvre et surtout finalement ce que tu as fait depuis que tu es arrivé le 1er juin, expliquer ton ADN et puis qu'on rentre finalement dans le vif du sujet de finalement comment on travaille les actions chez Sony depuis maintenant tout ce temps-là. Meir, à toi. Ok, merci Christophe pour cette présentation. Donc effectivement, c'est de vous dire un peu comment on fonctionne et comment on interagit. Donc l'idée, c'est que nous, on s'intéresse à des sociétés, à des managements, à des histoires. Mais en fait, ce qui nous importe le plus, en fait, c'est d'essayer d'extraire la valeur d'une boîte. C'est-à-dire que notre sujet, c'est d'essayer de comprendre comment interagirait en fait un industriel ou éventuellement un fonds de private equity s'il s'intéresserait à telle ou telle boîte. Donc en fait, on mélange à la fois une approche plutôt micro. L'approche micro consiste, on va dire, à une analyse en fait assez rigoureuse des sociétés, des bilans et autres, et une approche plutôt macro qui consiste à déceler, on va dire, les potentialités autour des boîtes, des catalyseurs ou des éléments plutôt sectoriels qui permettraient d'identifier les éléments qui vont permettre à ces boîtes-là de retrouver un certain intérêt de la part des investisseurs. Donc, d'où on vient, qui on est. Donc, on a en fait une vingtaine d'expériences dans le domaine des small and mid cap. On a une architecture effectivement qui est collaborative et qui est ouverte, c'est-à-dire que on passe beaucoup de temps à échanger avec des spécialistes, des professionnels. On a même en fait un think tank qu'on anime une fois par semaine avec des gens qui viennent de différents horizons, des gens qui viennent du restructuring, des industriels, des financiers, des activistes, et on échange de manière décomplexée sur nos savoir-faire et on le met au profit d'une passion qui est celle des entreprises cotées, et on essaie à chaque fois d'extraire la substance pour comprendre qu'est-ce qui fait que la boîte est décotée ou que la boîte va retrouver de l'intérêt, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer de manière perpétuelle. Donc là, vous avez une sorte de présentation de cette approche de bottom-up et top-and-down, c'est-à-dire que on a à la fois cette fameuse compétence qu'utilisent les fonds sérieux de place, qui consiste à analyser de manière très précise les sociétés avec l'analyse des bilans, l'analyse des historiques. Évidemment, c'est extrêmement important de déceler la qualité des managements. C'est-à-dire que typiquement sur les petites et moyennes boîtes, j'ai tendance à penser que le management, c'est 70% de la valeur ajoutée et 30% c'est l'environnement. Et en général, c'est plutôt inversé sur les grosses boîtes
on va dire que le management va influer pour 20 ou 30%, et c'est 70% l'environnement qui fera le reste. On analyse forcément la pertinence de la stratégie, l'environnement concurrentiel, les clients, tout ce qui en fait interagit sur l'univers spécifique de la boîte. Et on tient compte aussi d'éléments globaux qui peuvent être, on va dire, des évolutions réglementaires, des évolutions environnementales, des arbitrages sectoriels, des éléments de flux. Typiquement, en 2020, c'était une année de flux, c'est-à-dire c'est l'excédent de monnaie, c'est-à-dire la création monétaire de la BCE et de la Fed qui a été injectée dans l'économie, qui a permis, on va dire, de déverser énormément de liquidités. Et ces flux-là ont eu une incidence particulière spécifique sur des boîtes et sur des segments de la cote, notamment les secteurs des matières premières, qui en général sont très liés à des éléments de liquidité. Et donc, en fait, on met en évidence ces deux éléments, à la fois de la micro de manière très poussée et très ciblée, avec une approche, comme je dirais, plutôt industrielle, et on tient compte des éléments plutôt globaux pour espérer, en fait, comprendre, déterminer, on va dire, qu'est-ce qui est le plus intéressant ou le plus puissant pour permettre à la boîte, on va dire, de prendre son élan. Et donc, en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que quand les sociétés ont le vent dans le dos, en tout cas, quand on a compris, quand on a décelé à la fois le mixte micro qui est plutôt positif avec le fameux mixte macro qui est plutôt porteur, on sait qu'on a le bon cheval et c'est extrêmement intéressant et important dans notre manière de gérer, d'interagir. Avant de rentrer sur le fonds Sony Manager, je voudrais rajouter un élément sur ce que vient de dire Meïr. C'est vrai que c'est un élément de différenciation qui est très fort. C'est-à-dire que historiquement, on a beaucoup entendu les gérants small, micro parler de cette approche bottom-up absolument de stock picker. Aujourd'hui, un des éléments très différenciants de ce qu'on a mis en place avec l'arrivée de Meïr, c'est aussi cette approche globale, cette approche macro qui permet, on le verra d'ailleurs au travers d'un exemple bien précis, que l'approche macro peut nous permettre parfois d'allumer quelques étincelles pour trouver des idées et pour en tout cas être un déclencheur complémentaire. Et aujourd'hui, avoir uniquement une approche de stock picker sans avoir cette approche macro un peu plus globale et un peu plus large, il nous semble qu'il en manque un bout pour pouvoir générer de la performance sur un terme plus long. Et ça, c'est une valeur ajoutée que vous a apporté Meïr et c'est intéressant. Je vous dis, on le verra tout à l'heure avec un exemple, c'est assez marquant. En fait, de toute façon, ce que je pense, c'est que si on n'avait pas cet élément-là en 2020, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser une telle performance. Parce que 2020, c'était une année où en fait la macro était totalement déstructurée, la micro était totalement déstabilisée. Et donc, si on n'arrivait pas à tenir compte d'éléments, on va dire un peu plus subjectifs pour comprendre comment le marché allait réagir, on aurait été complètement en dehors des clous. Et donc, typiquement, ces éléments-là qui ont été exacerbés en 2020, c'est des éléments qui ont toujours été une composante des marchés importante et que le marché a parfois oublié en voulant en fait se segmenter. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt allier les deux. Et en général, quand on allie les deux, c'est plutôt vertueux. En tout cas, en 2020, ça a été vertueux. Pour parler en fait de manager en quelques mots, donc en fait, c'est un fonds éligible PEA-PME, donc sur des petites et moyennes capitalisations boursières. Ensuite, ce fonds-là est évidemment non dogmatique, c'est-à-dire que typiquement, pour l'année 2020, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des ratios à respecter, c'est-à-dire 75% des valeurs devaient être éligibles au PEA-PME, et c'est ce qu'on a fait. On a été juste à 75% des valeurs éligibles au PEA-PME, et le reste, en fait, était plutôt d'opportunités, et d'opportunités notamment sur des boîtes de grosse capitalisation boursière. Et désolé, donc on va reprendre le fil de la discussion. Excusez-moi, j'espère que vous êtes toujours connectés. Et je vais essayer d'accélérer les choses puisque cette coupure en fait est un peu contrariante. Donc l'idée c'est que ce que je précisais, c'est que le fonds en fait il est non dogmatique, c'est-à-dire que il n'est pas forcément qu'investi sur des boîtes de petite et moyenne capitalisation boursière. C'est-à-dire que quand on arrive à identifier, à trouver de la valeur en dehors de notre indice de référence, on s'en prive pas parce qu'en fait nous on est plutôt des fiduciers et on a une approche plus ou moins absolue. Ensuite, comment on fonctionne? Donc, effectivement, on a une approche fondamentale, poussée et assez puissante. Et surtout, on s'intéresse à des titres qui, selon nous, recèlent un fort potentiel. C'est-à-dire que quand on identifie une boîte sur laquelle on pense que le potentiel d'appréciation est de l'ordre de 20 ou 30%, ça ne nous convient pas, c'est en dehors des clous, c'est pas pour nous. Nous, en fait, on considère que notre travail, et on est payé pour identifier les boîtes pour lesquelles le potentiel d'appréciation est d'au moins 50%. Après, au niveau de notre ADN que vous voyez sur la présentation d'en bas, en fait, on analyse de manière détaillée l'entreprise et son environnement. On identifie des catalyseurs, c'est extrêmement important.
On a un écosystème générateur d'idées, c'est-à-dire que on connaît très bien les managements des sociétés, on connaît les analystes, on connaît des représentants sectoriels, mais on connaît tous les gens qui interagissent autour de la boîte et on fait en sorte qu'il y ait une dynamique permanente d'échange pour pouvoir partager et trouver à chaque fois de nouvelles idées. Et on essaye aussi souvent, et ça a été le cas en 2020, et espérons que ce sera encore le cas en 2021, tirer profit des aberrations de marché, qu'elles apparaissent évidentes ou moins évidentes, mais c'est des réflexes qu'on a mis en place depuis plus de 20 ans et qui nous permettent de tirer profit de ces éléments-là. Vous verrez en fait la performance du fonds depuis la création et vous voyez effectivement à droite le fait que le fonds a surperformé de manière assez importante et c'est lié notamment à la reprise de la gestion des fonds des fonds actions chez Sony Asset Management par moi et par la mise en place de ces nouveaux process qui ont été plus ou moins vertueux puisqu'en fait depuis qu'on a repris la gestion de juin à décembre, on a réussi à faire une performance de plus de 50% sur le fonds manager qui termine l'année à plus de 25% de hausse. Là, vous avez en fait une présentation des plus grosses pondérations du fonds et qui ont évidemment été des contributeurs importantes. Donc, en fait, on voit deux valeurs qui se distinguent. Il y a Derichebourg qu'on va détailler plus bas en fait en termes de contributeurs qui représentent à peu près 4% du fonds. On a Showroom privé. Ces deux valeurs ont deux points communs. C'est des sociétés en retournement, c'est des boîtes dites en recovery, et pour lesquelles en fait on a identifié les catalyseurs qui permettaient de penser que la recovery était installée. On a Microvision, qui est une boîte en fait qui est sous OPA. Il y a un fonds qui s'appelle HLD, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Bernard Lafonta, qui a décidé de prendre le contrôle de cette boîte. Et nous on les a gardés parce qu'on considère en tout cas que la prime proposée est insuffisante. Donc on espère en tout cas que le marché refusera d'apporter les titres à HLD et ce qui nous permettrait, on va dire, de continuer à garder la boîte cotée en bourse. Nous avons aussi d'autres boîtes en portefeuille. Là, on est en train de toucher à ma présentation, donc je vais essayer de revenir. On a d'autres boîtes en portefeuille telles que SFPI, qui est une holding industrielle qui, selon nous paraît très décotée, notamment par rapport aux fonds propres et pour lequel en fait il y a des catalystes assez intéressants pour les années à venir, tels que les sujets des plans de relance économique qui profiteront en partie à cette boîte-là. Il y a aussi les éléments liés à l'environnement qui profiteront aussi à certaines des activités de cette société-là. Mais surtout, en fait, il y a à la fois une décote par rapport aux fonds propres et surtout le sentiment que le management a maintenant volonté de vouloir communiquer, ce qui, selon nous, en fait, est un catalyste suffisant pour permettre au titre de retrouver des couleurs en bourse. On a aussi CGDIM dans le domaine des logiciels de santé qu'on considère comme relativement décotés et qui, pour nous, en fait, fera une année 2021 assez intéressante et a prévu de retravailler son histoire et de revendre une histoire spécifique au marché. À titre d'information, CGDIM, qui est un des leaders dans le domaine des logiciels pour la pharmacie, mais pas que ça, en fait, c'est aussi le leader dans le domaine de la gestion des mutuelles. C'est-à-dire que chacun d'entre nous qui a une mutuelle, c'est eux qui gèrent, on va dire, la partie techno des mutuelles. CGDIM vaut à peu près une fois le chiffre d'affaires, quand certains de leurs concurrents valent plutôt 3-4 fois le chiffre d'affaires. Et surtout, quand CGDIM a réalisé des opérations de cession d'actifs, elle les a souvent réalisées à plus de 2 fois le chiffre d'affaires. Donc nous, on considère que là-dessus, il y a un sujet de re-rating qui va s'opérer prochainement et on espère que ce sera le cas. Et pour terminer, tout en bas, vous verrez Eurobus Scientifique, qui était l'une des plus grosses pondérations du portefeuille pendant l'année 2020 et qui est toujours une grosse pondération, même si on a procédé à des ventes parce que le titre a monté de manière spectaculaire. Hein. On a quasiment fait plus de x2 sur ce dossier-là. C'est un des leaders, c'est le leader en France dans les tests PCR. Malheureusement, ils profitent de cette situation catastrophique. Ils ont à peu près 30% de parts de marché et forcément, ça se voit de manière très vertueuse sur les comptes en 2020. Mais on a l'impression que c'est pas terminé pour 2021 puisque, comme vous le savez, on a les vaccins, mais on doit continuer à vacciner les gens. Et donc, forcément, on pense que Eurobus Scientifique continuera à tirer son épingle de jeu en 2021. Ensuite, vous avez une présentation de la manière dont on fonctionne. En fait, on a différents types de stratégies pour notamment managers. On a une approche qui consiste à identifier ce qu'on appelle des croissances visibles, c'est-à-dire que c'est des valeurs avec une dynamique de croissance affirmée, un management de qualité, mais aussi une valorisation qu'on juge encore raisonnable. Donc, c'était le cas d'Eurobus Scientifique quand on l'a rentré en portefeuille à peu près à un cours moyen inférieur à 10 euros. Le titre vaut actuellement à peu près 20 euros.
Mais quand on l'avait identifié, on considérait que la croissance n'était pas bien valorisée par le marché. Ensuite, il y a eu les éléments d'accélération liés au Covid qui ont profité à la valeur, mais malheureusement ont eu les conséquences qu'on connaît. On a aussi Groupe Gorgé, qui est dans le domaine de la défense et qui est leader dans le domaine des robots sous-marins. Après, on a une approche qui est liée à la dynamique de long terme, c'est-à-dire des secteurs qui vont profiter de tendances de long terme. Donc, on a cité freelance ou side trade. On a une approche opportuniste qui va consister à profiter d'arbitrage sectoriel, de décote ou de changement de momentum. Mais surtout, on a un élément puissant qui nous anime, c'est en fait la recovery ou le retournement, c'est-à-dire des valeurs délaissées qui présentent des catalystes que nous identifions et pour lesquels en fait on anticipe un retournement du parcours boursier. Je vais peut-être laisser la parole à Christophe s'il est toujours. Oui, ça y est, j'ai réussi à me reconnecter. Désolé pour les petits soucis techniques. Oui, alors tout ça est effectivement bien clair. Alors l'idée est Meir terminait tout à l'heure sur la partie recovery. C'est vrai qu'on a décidé aussi, et c'était toute l'idée de l'arrivée de Meir au sein de l'équipe, de lancer donc le 9 décembre de l'année dernière un fonds thématique donc qui s'appelle Sony Recovery. Alors, l'idée, bien évidemment, de ce fonds thématique, c'était de trouver des choses assez différentes. C'est-à-dire que l'ADN de Sony, si c'est pour faire la même chose que chez tout le monde, finalement, il y a que l'intérêt que vous allez retrouver chez nous. L'intérêt, c'est d'essayer de trouver un fonds thématique qui sorte un peu des sentiers battus, qui soit différenciant de ce que vous avez l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que ce que l'on ne voulait pas, c'est un fonds thématique qui puisse subir des effets de mode, à la fois sectoriels et ou géographiques. Et l'idée, c'est d'avoir un fonds thématique qui soit un peu tout-terrain et surtout qui corresponde à ce qu'on était capable d'apporter en termes de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est un élément qui est très important, parce que Meir l'a évoqué tout à l'heure. La valeur ajoutée de son savoir-faire depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est ce type de société en retournement. Alors, il se trouve que cela est exacerbé avec ce qu'on est en train de vivre avec le Covid. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette idée qu'on a cherché à déployer avec Meir, c'est une idée qu'on avait eue avant le Covid. Donc, ça veut dire que ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est que c'est une thématique, la recovery, qui est universelle, qui est globale et qui est surtout de tout temps. Que les marchés soient haussiers, qu'ils soient baissiers, il y a toujours des boîtes sur lesquelles il va y avoir des choses à raconter, des boîtes sur lesquelles il va falloir se réinventer parce qu'un concurrent, parce qu'un problème de business model, parce qu'un changement technologique, parce qu'un changement de paradigme, parce qu'un changement macro. Voilà, c'est la vie des boîtes. Et quand on les connaît très bien, ce qui est l'ADN de Meir, bien évidemment, on va essayer de trouver des catalystes pour pouvoir essayer de comprendre comment, à un moment donné, ces boîtes vont retrouver les faveurs des investisseurs. Et c'est tout le travail qu'on va déployer autour de ce fonds Sony Recovery. Et Meir va le déployer un peu plus avec des exemples pour vous montrer exactement qu'est-ce que c'est une société en recovery, à quoi ça ressemble et comment on peut travailler autour de tout ça. Ok, donc là en quelques mots, en fait, il y a la présentation du fonds. Donc, effectivement, c'est un fonds qui est éligible aux valeurs, qui est éligible au PEA. Alors, il s'intéresse essentiellement aux valeurs françaises. Pourquoi aux valeurs françaises? Parce que c'est là-dessus qu'on a une expertise. Notre approche, c'est la suivante. C'est-à-dire que, de toute façon, quand on fait de la recovery, il faut avoir un historique long des boîtes. Et donc, notre méthodologie, c'est la suivante. C'est que on n'aime pas trop agir ou interagir sur des boîtes qu'on connaît depuis moins de 4 ans. Donc forcément, c'est sur la France qu'on a le plus de savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, notre terrain de prédilection sera la France, mais aussi l'Europe, parce que comme d'habitude, quand vous avez une bonne idée sur un secteur, la meilleure boîte n'est pas forcément en France, elle peut être aussi en Europe. Donc on commence par la France, et ensuite on arbitre, et on va éventuellement vers le leader européen, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc évidemment, on est non dogmatique, donc on peut aller sur des toutes petites boîtes, comme évidemment sur des grosses boîtes. Notre ADN, il vient des petites boîtes, mais on a cette approche, comme je vous l'ai précisé, un peu industrielle private equity, qu'on applique sur les petites boîtes, de la même manière sur les grosses boîtes. C'est-à-dire que quand on décide d'acheter du Renault à moins de 20 euros, on n'achète pas un Renault à moins de 20 euros parce qu'on pense que Renault va valoir 22 euros. On achète Renault à moins de 20 euros parce qu'on pense que Renault, au pire des cas, ça peut valoir 13-14 euros, mais au meilleur des cas, en revenant à une situation normale, ça vaut plutôt 40-45 euros, et en situation vertueuse, ça vaut plutôt 70 euros. Donc, on décide d'investir dans du Renault parce qu'on pense qu'il y a un potentiel d'appréciation qui est au moins de 2 fois supérieur au cours qu'on a identifié au moment où on est rentré dans la boîte. Ensuite, on peut être aussi hors zone euro, c'est-à-dire que les opportunités, il y en a en France, mais il peut y en avoir en Europe, mais il peut y en avoir aussi en Chine ou aux États-Unis. Tout ça, ça provient de ce fameux écosystème dynamique. C'est-à-dire que quand on va commencer à analyser une boîte de l'intérieur, on va faire de l'audit. On va se rendre compte qu'en discutant avec des clients, des concurrents, ils vont nous parler d'un produit. Et à ce moment-là, on va identifier une boîte qui n'est inconnue au bataillon, qui est probablement chinoise ou américaine. Et si cette boîte-là nous paraît intéressante, on continue notre approche
d'accumulation, de compréhension. Et si on décèle une pépite, eh ben on y va. Ensuite, évidemment, bon, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le vrai goût des actions, vous l'avez compris, avec les titres à fort potentiel. L'ADN, on l'a décrit précédemment, donc c'est le même. De toute façon, on n'est pas deux personnes différentes. Et maintenant, c'est de dire pourquoi s'intéresser aux valeurs en retournement ou c'est quoi les valeurs en retournement. Donc, c'est des titres, évidemment, décotés, oubliés. De manière générale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une boîte qui a connu des difficultés opérationnelles, un management qui a été déficient, qui a un endettement élevé, donc à un moment donné, elle est obligée de se restructurer, de recapitaliser. C'est le cas qu'on a vu cette année avec Solocal, ce qu'on a vu avec Technicolor, qu'on verra prochainement avec des boîtes comme Valorec, comme Europcar, etc., etc. Donc, c'est des boîtes qui déçoivent et pour lequel, en fait, il y a un désintérêt de marché de manière évidente et logique et pour lequel le flottant est important et détenu en général plutôt par des particuliers. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on essaie de s'y intéresser parce que plus personne, de manière rationnelle, s'y intéresse. Et nous, on essaie de comprendre et d'identifier les éléments qui font que la capitulation a eu lieu et qu'à un moment donné, il y a éventuellement le point de retournement. Et ce qui est assez intéressant dans cette thématique de recovery, de retournement, de restructuring, etc., c'est qu'en général, vous récupérez des boîtes avec des valos extrêmement décotées, extrêmement basses, mais quand on a le sentiment ou qu'on commence à comprendre qu'il y a une inflexion, le marché a tendance à vouloir les valoriser avec un certain premium. Donc, c'est ce qui est assez intéressant parce qu'on arrive à trouver des points d'entrée relativement intéressants et quand, en fait, on a raison, l'appréciation du cours de bourse est en général supérieure à ce que nous, on estimait et on anticipait. Et aussi, l'autre élément à préciser, c'est que ce désintérêt des boîtes n'est pas forcément lié qu'à des sujets qui sont opérationnels ou organiques à la boîte. Il peut être lié aussi à des éléments de marché. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rotations sectorielles qui justifient un désintérêt de certains secteurs par rapport à d'autres, ou tout simplement des éléments un peu exogènes, type les matières premières qui s'effondrent, qui automatiquement ont une incidence mécanique sur des boîtes liées à ce secteur-là, comme le pétrole ou les parapétrolières. Là, vous avez une présentation de la manière dont on fonctionne, qu'on a essayé de détailler à l'oral. Donc, en fin de compte, je vais pas être très long, mais l'idée, c'est de mélanger à la fois une approche micro avec une approche macro, faire interagir cet ensemble d'éléments, ces ensembles d'éléments, et à un moment donné, prendre la bonne décision qui va nous permettre d'identifier la bonne cible, la bonne valeur ou la bonne boîte qui va rentrer en portefeuille. Vous avez un exemple là, qui est effectivement le titre de Richebourg. On l'a rentré en portefeuille à mon arrivée à partir du mois de juin 2020 et qu'on a continué à construire en portefeuille jusqu'en novembre 2020 où le titre, on va dire, a connu un rebond assez spectaculaire. Notre approche, c'était la suivante. On connaissait bien la boîte depuis longtemps, depuis très longtemps. C'est une valeur cyclique. C'est une valeur qui est presque indépendante des fondamentaux. C'est-à-dire que quand on a décidé d'en acheter à 2,40 €, on savait que la valeur industrielle de la boîte était plutôt à 8 €. Alors, comment on le savait? C'est que quand vous épluchez les polices d'assurance de la boîte, vous vous rendez compte que la valeur industrielle est autour de 8 €. Ensuite, quand on a décidé d'en acheter à 2,40 €, la valeur des fonds propres par action, qui sont des vrais fonds propres, était de l'ordre de 3,28 €. Donc, on avait un élément de décote visuel et évident. Mais surtout, ce qu'on savait, c'était de considérer que de Richebourg ne répondait pas forcément aux fondamentaux, mais qu'elle allait répondre aussi à des éléments qui étaient liés à la bourse, puisque liés au secteur des matières premières, et donc qui pouvaient interagir sur l'appréciation de ce titre-là. Et donc, typiquement, quand nous, on a décidé d'en acheter, on se rendait compte que le cours des matières premières, notamment des métaux non ferreux, était en forte hausse, alors que le cours de Richebourg ne montait pas. Ensuite, évidemment, on a discuté avec le management, et le management nous a expliqué que le Covid avait eu une incidence, mais que les tendances d'activité avaient tendance à reprendre de manière favorable, et que les éléments structurels étaient toujours là. C'est quoi les éléments structurels? C'est qu'on est dans une économie circulaire, et dans cette économie circulaire-là, on a besoin de recycler des métaux et des matériaux. Mais surtout avec ces sujets de changement climatique, ces besoins profonds de transformation de la société qui a un avis beaucoup plus positif sur des boîtes qui ont une approche écologique, on a compris que de Richebourg allait en profiter via ce qu'on appelle la filière électrique. C'est-à-dire qu'un client de Richebourg qui s'appelle ArcelorMittal n'est plus en mesure de pouvoir utiliser les hauts fourneaux comme il le faisait par le passé, qui consomment du charbon, qui est un élément polluant,
et il est obligé d'utiliser ce qu'on appelle la filière électrique, et notamment la ferraille, qui est liée aux produits, aux métaux recyclés. Et donc forcément, de Richebourg, de manière homogène, peut profiter de ces éléments-là. Donc en fin de compte, on a acheté cette boîte-là parce qu'on a identifié des éléments de décote. On a considéré qu'il n'était pas normal que le titre ne rebondisse pas alors que les métaux non ferreux étaient en hausse et qu'il y avait une corrélation historique entre de Richebourg et les métaux non ferreux. Mais surtout, ce n'est pas qu'une corrélation boursière, c'est une corrélation fondamentale. C'est-à-dire que quand de Richebourg récupère la ferraille brute, des déchets des véhicules, des déchets de véhicules, des véhicules ou des déchets de produits électroménagers, quand elle les broie, elle les transforme en ferraille brute et en métaux non ferreux. Dans ces métaux non ferreux, on a de l'aluminium, on a du zinc, on a du cuivre, on a du nickel, toutes les matières premières qui ont monté. On comprend mécaniquement qu'il y a une amélioration du compte de résultat. Donc forcément, ces éléments-là fondamentaux nous plaisent et on comprend aussi qu'il y a une interaction boursière grâce à cette corrélation entre le Richebourg et le cours des métaux. Et surtout, c'est ce qu'on a compris, vous l'avez vu en 2020 avec l'exacerbation de la valorisation de Tesla, de boîtes comme McPhee en France, c'est que toutes les boîtes qui sont autour de la thématique écologique ont un premium boursier. Et sauf que le marché n'a pas compris que de Richebourg pouvait faire partie de cette famille-là de valeurs dites écologiques. Donc on est rentré, on en a mis un peu moins de 4% en portefeuille avec un prix moyen à 2,60. Et à date du jour, le cours il oscille autour des 6,40 parce que le marché a compris ces éléments-là et parce qu'en plus, en fin d'année, de Richebourg a annoncé une acquisition qui va encore changer la donne et qui va permettre de créer de la richesse future pour les actionnaires. Il y a un autre exemple, c'est le cas de showroom privé. Alors pour le coup, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, showroom privé. En tout cas, vos femmes, je suis quasi certain qu'elles connaissent showroom privé. On connaît vente privée, on connaît showroom privé. Showroom privé, c'est une boîte qui avait évidemment déçu post-introduction en bourse. Une boîte totalement abandonnée par les investisseurs à raison, parce qu'ils ont été déçus par le management, parce que le management n'a pas atteint ses objectifs. Mais une boîte qui a opéré en fait une restructuration solide et puissante en 2019 et dont on a compris que les fruits allaient être perceptibles à partir du S2 2020. Donc nous, notre approche, elle est plutôt pragmatique. Nous, on fait du retournement. Et quand on fait du retournement, on fait forcément du restructuring. Donc nous, on analyse les éléments de restructuration qui, mécaniquement, vont permettre une clause de respiration d'1 à 2 ans de la boîte, puisque une fois qu'elle a restructuré, en général, il y a une amélioration mécanique des ratios de profitabilité. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a identifié qui était clair. Et en plus, en général, quand le management participe de manière massive à une opération de restructuration de capital, c'est toujours mieux de pouvoir suivre ce qu'on appelle les insiders. Ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid, ça a été un élément transformant pour toutes les boîtes autour du digital. Donc, on l'a vu avec beaucoup de boîtes qui en ont profité, on l'a vu avec Amazon, on l'a vu avec Microsoft, avec beaucoup de leaders de GAFAM américains, mais on l'a vu aussi avec des sociétés françaises. Et donc, typiquement, showroom qui vend via Internet, et quand les boutiques sont fermées, ben, profite d'un afflux de clients, d'un afflux de nouveaux clients, de nouveaux leads, et donc mécaniquement, ça accentue la croissance. Et donc, typiquement, au moment de la publication des résultats semestriels, Showroom a fait état d'une situation financière rassurante, et surtout en fin d'année, ils en ont profité pour upgrader leur objectif de résultats opérationnels, pardon, leur EBITDA. Ils avaient prévu de faire 20 millions d'euros d'EBITDA pour l'exercice 2020. Et en décembre, ils ont annoncé qu'ils en feront plus de 30 millions d'euros. Et nous, on pense qu'ils en feront un peu plus. Et on pense qu'en 2021, ça continuera. Et donc, typiquement, on est rentré avec un cours moyen à 1 euro courant été 2020. On est maintenant plutôt un cours à 3,13 euros. On a aussi opéré ces opérations-là sur des boîtes comme Renault, sur une boîte comme Rui, dans la distribution des produits pétroliers, Méris, notamment dans les métaux. Et donc, on fait la même chose pour les petites boîtes comme pour les grosses boîtes. Là, vous avez une répartition du portefeuille. Juste pour rappel, le fonds Recovery a été créé tardivement. Il a été créé le 9 décembre 2020. Donc, on a eu en novembre une hausse massive des indices. Les indices ont monté quasiment de 20%. Mais surtout, toutes les boîtes que nous, on avait identifiées, qui sont dans notre core business, c'est la fameuse boîte en retournement, ont plutôt monté de 30-35%. Donc, en fait, quand on a démarré le fonds le 9 décembre, sachant que, comme vous l'a expliqué Christophe, on ne fait pas de la recovery ou du restructuring parce qu'il y a eu le Covid. Mais c'est totalement dans notre ADN, mais on fait ça depuis 20 ans, en fait. Et on continuera à le faire, même quand l'économie ira bien, mieux, parce qu'il y aura toujours des boîtes qui auront connu des difficultés et sur lesquelles nous, on va intervenir. Donc, quand on a démarré le fonds le 9 décembre, toutes les boîtes qu'on avait identifiées avaient toutes bondi de manière importante. Donc, c'était un peu compliqué de rentrer les valeurs en portefeuille. Donc, en fait, on a
on a essayé d'interagir de manière un peu maligne et par rapport à des éléments de stock picking, ce qui nous a plutôt été profitable, puisque entre le 9 décembre et maintenant, le fonds a fait des performances plutôt honorables et je pense que Christophe les commentera après. Mais on a mis par exemple du Suez. Alors, Suez, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'acheter du Suez? Si vous voulez, c'est qu'on avait du cash, on ne savait pas trop quoi faire parce que les valeurs avaient trop monté, on attendait que ça se calme un petit peu, et on considérait qu'à 15,70 €, une OPA sur Suez à 18 € nous paraissait assez évidente, pour des raisons que je ne vais pas détailler, mais une approche assez spécifique qu'on a fait. Et pour information, le titre Suez gagne quasiment 1 € depuis qu'on l'a acheté. Mais je vous rassure, on ne gardera pas cette position en portefeuille, on gardera peut-être une petite partie parce qu'à un moment donné, on pense que les titres Suez vont être convertis en titres Veolia et on pense que l'histoire Suez Veolia n'est pas terminée. Mais on profitera de nouvelles opportunités pour vendre des titres Suez et acheter de nouvelles valeurs. Donc, on a du showroom privé, on a du Villemorin. Alors, Villemorin, c'est pour jouer cette thématique d'inflation des métaux des matières premières agricoles. Pour information, entre septembre et décembre, on a eu une très forte inflation du prix du maïs et du prix du soja. Donc, mécaniquement, en général, quand les matières premières agricoles augmentent, les agriculteurs sont plus riches et quand ils sont plus riches, ils décident d'investir plus dans leurs exploitations agricoles, donc ils achètent plus de semences. Et vu que Villemorin est un semencier, mécaniquement, on pense qu'à partir de 2021, ils vont vendre plus de semences, donc avoir plus de chiffre d'affaires et forcément plus de résultats. Et d'ailleurs, pour information, Bayer, qu'on a aussi rentré en portefeuille et qui détient Monsantos, avait annoncé en novembre 2020 que le prix du maïs augmentait et que ça allait avoir une incidence favorable pour leur activité Monsantos. On a du Casino en portefeuille aussi, là pour des raisons pour des éléments de décote, et pour le moment la bourse est en train de nous donner raison. Soloca et Technicolor, c'est des sujets de restructuring pur qu'on peut en développer, mais j'ai peur d'être trop long et je préfère plutôt qu'on passe au jeu des questions-réponses. Et je vais laisser éventuellement Christophe reprendre la parole et peut-être parler un petit peu des performances de ce fonds depuis qu'il a été créé. Super. Alors, bon, vous avez vu, c'est vrai que c'est une présentation qui pourrait durer très très longtemps, puisque voilà, quand on s'appuie sur des exemples et qu'on a un savoir-faire, comme vient de l'expliquer Meïr, c'est effectivement, en tout cas, ça donne beaucoup de choses à raconter. Les performances du fonds, alors évidemment, on les a pas écrites à l'écran parce que vous savez tous que pour un fonds de moins de 1 an, on peut pas communiquer de façon écrite sur les performances, mais voilà, elles existent malgré tout. Voilà, le fonds a une VL de 109 € aujourd'hui. Il a été lancé à 100. Bon, voilà, pas besoin d'avoir fait de grandes études de mathématiques financières pour faire le calcul soi-même. Donc ça se passe très bien, ça démarre très bien. Ce qui est assez intéressant, c'est que au-delà du bon démarrage du fonds en termes de performance, il y a un bon démarrage du fonds aussi en termes d'intérêt. On se rend bien compte, et c'est un peu l'idée qu'on avait d'ailleurs avec Meïr quand on a décidé de lancer ce fonds-là. Évidemment, des fonds comme celui-ci, vous n'avez pas beaucoup sur la place. Donc, il y a un aspect différenciant qui est évident, et surtout, ça permet de raconter des histoires et de se corréler à la réalité économique dans laquelle on se trouve, et des histoires de boîtes qui ont pu être à un moment donné un peu plus complexes. C'est évidemment plus difficile, mais in fine, quand on a un savoir-faire qui est celui qu'on a déployé et que Meïr a déployé depuis plus de 20 ans, c'est une valeur ajoutée qui est très forte. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'appuyer sur la valeur ajoutée des ressources qu'on a aujourd'hui en magasin. Et il se trouve que sur cette thématique-là, on est tout à fait légitime, et tant mieux. Et ça intéresse effectivement beaucoup de monde aussi, parce qu'il y a un vrai intérêt d'essayer de trouver des endroits spécifiques sur le marché des marchés des actions. Et je pense que là, globalement, on a une réponse qui est assez satisfaisante. Alors, vous avez eu beaucoup de questions. Alors, on va essayer de les formaliser. Alors, il y a des questions sur des valeurs. Donc, Meïr, si tu peux répondre, pourquoi pas. On nous parle de Clara Nova. Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as une idée sur cette valeur-là? J'imagine que tu la connais. Oui, en fait, en général, on connaît beaucoup de boîtes, on travaille beaucoup, donc oui, Clara Nova, je la connais. Juste pour votre information, vous avez dû voir dans l'actualité récente des sessions de titres, notamment d'administrateurs. Et en fait, il y a Sébastien, le DAF, l'ancien DAF, qui en a vendu hier pour des quantités importantes. Et il y a surtout l'un des fondateurs, c'est Goldberg, en fait, qui était patron d'ailleurs, qui était président du conseil d'administration jusqu'en 2016. Et maintenant, il est juste censeur, qui a vendu aussi des quantités importantes. Donc, juste pour information, ces sessions de titres, elles sont liées au fait qu'il y a eu des stock options qui ont été récupérés. Et forcément, pour financer ces stock options-là, mécaniquement, les actionnaires revendent. Donc, je me permets juste les actionnaires fondateurs d'ailleurs, je me permets juste de commenter cette actualité-là parce que c'est important et ça peut faire un peu peur. Maintenant, nous, notre approche sur celle-ci, c'est que, en fait, Clara Nova, c'est une boîte que je rencontre à peu près 2 fois par an. Je les trouve très bons.
Ils me font penser en fait à une boîte américaine qui a très bien marché et qui fait un peu la même chose mais en beaucoup plus grand et en beaucoup mieux. Donc, je les trouve bons, ils me plaisent, mais il y a quelque chose qui manque, qui fait que j'ai toujours un peu de mal à y aller, même si en fait on en a constitué une position pour un peu moins de 1% des portefeuilles, c'est-à-dire on en a un petit peu moins d'1% chez Manager, un peu moins d'1% chez Recovery. J'ai tendance à dire qu'elle coche toutes les cases, le management est très bon, mais il y a des éléments qui m'embêtent un peu. Typiquement, les sessions de titres par les fondateurs, même si c'est pour financer des stocks des plans de stock options, ça m'embête un peu. Donc, je vous réponds avec je suis pas assez cash, assez direct, mais c'est pour dire que y a un élément qui me manque pour pouvoir déclencher quelque chose de plus puissant. Mais sachez qu'elle est en surveillance chez nous. Surveillance, ça veut dire soit à l'achat pour un renforcement considérable, soit éventuellement à la vente, si on considère qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, pour l'instant, on a fait un audit même sur la partie comptable et il n'y a pas de loup a priori sur la partie comptable. Donc en théorie, ça peut être une belle boîte avec de bonnes perspectives, mais pour le moment, on est un peu prudent. On sent que le marché n'est pas encore totalement mûr, donc on l'a en surveillance avec des positions d'un peu moins d'1% du portefeuille. Ok, écoute Philippe, si tu veux, je te pose la question, si tu veux, on peut se rappeler sur le sujet pour un éclaircissement un peu plus long si tu veux qu'on en reparle. Ensuite, on a une autre salle de questions un peu globale, mais hier sur la constitution des lignes et la sortie. Alors, tu viens de déflorer un peu le sujet en disant, voilà, typiquement, là, on a construit une ligne d'1%, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de questions sur, finalement, comment tu construis les lignes. Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est massif? Et la même chose pour les sorties. Est-ce que, finalement, tu sors tout d'un coup à partir du moment où tu penses que tu as atteint le cours de bourse? Voilà, donc, tu vois un peu l'esprit des questions sur les entrées et les sorties. Comment tu manages, finalement, la gestion opérationnelle du fonds? Ok. On peut avoir une réponse statique, une réponse dite processée, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est processé. Mais après, il y a la réalité du terrain. Vous savez, dans toute la vie, dans la vie, il y a la théorie et la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que la preuve en est, c'est que quand on a lancé le fonds, nous, on avait prévu de lancer le fonds un mois avant. Et en fin de compte, on a lancé le 9 décembre. Entre-temps, il y a eu les vaccins qui sont arrivés, les marchés qui montaient de 20%. Donc forcément, quand vous avez identifié une boîte qui vous plaît bien et quand celle-ci a pris plus de 30% depuis ou 40% depuis que vous voulez rentrer en portefeuille, ça ne va pas être forcément la même pondération. Donc c'est quand même des éléments dont je vous parle qui ne sont pas simples et qui ne sont pas neutres, surtout quand vous essayez d'identifier des opportunités sur les petites boîtes, parce que souvent ça va vite. Et là, dans les marchés actuels, ça va pas vite, ça va très 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 vite. Donc c'est pour ça que je me permets quand même de faire cette petite digression, ou en tout cas préciser ces éléments-là, parce que faut pas croire que c'est si simple que ça. C'est-à-dire que vous avez identifié, vous avez travaillé sur le dossier, mais à un moment donné, il y a un déclencheur qui démarre plutôt que prévu et qui fait que ça part plus vite. Globalement, en général, on constitue les lignes dans le temps. C'est-à-dire que quand vous faites du retournement, c'est des boîtes qui sont abandonnées, dans lesquelles il y a un désintérêt, qui peuvent continuer à baisser. Et d'ailleurs, juste pour anecdote, les plus belles performances, je les ai toujours faites, que ce soit chez Sony ou par le passé, ou même à titre personnel, sur des boîtes sur lesquelles j'ai commencé à perdre de l'argent. Donc, en fin de compte, si vous voulez, on sème. Et après, c'est vrai qu'on aime bien semer dans les tempêtes et récolter dans les joies. Ça, c'est une vraie réalité. Donc les crises, c'est des choses qu'on aime bien, mais on va dire, on prend du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on pense qu'on sait pas tout, en fait. Et surtout, on respecte beaucoup les marchés financiers parce que les marchés nous permettent d'avoir du recul et de rester humble. Donc dans l'idée, c'est qu'en général, quand on construit une position, on la construit dans le temps parce qu'en fait, on pense qu'on a du temps et donc en général, on met 3-4 mois et donc on commence par petites touches. Donc on commence par 1,5%, 1% pour monter en général jusqu'à 3-4% quand on pense que c'est une grosse conviction. Et si parfois on a tendance à penser que le momentum est maintenant et important, on démarre plutôt par 1-2% pour monter jusqu'à 3-4%. Donc voilà comment on constitue les lignes. Donc généralement, c'est plutôt progressif. On prend notre temps, mais ensuite, quand on pense que là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une accélération qui a déjà démarré, on est un peu plus violent, un peu plus rapide. Après, comment ça se passe au niveau de la vente? Si on ne pouvait jamais vendre les boîtes, on ne les aurait jamais vendues parce que ça veut dire qu'on a raison et que ça va marcher pour 10 ans. Parce que l'idée, c'est que c'est l'exemple que je donnais sur Showroom, si vous voulez. Sur Showroom, il y a un sujet structurel et un sujet conjoncturel. Quand on fait du restructuring, c'est quelque chose de plutôt structurel. Il y a des éléments qui ne marchent pas dans la boîte qu'il faut régler. Mais quand vous avez réglé le pan structurel, si le pan conjoncturel n'est pas réglé, ça peut marcher 1 ou 2 ans,
mais ça ne marchera pas dans la durée. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est quand les deux sont réglés, les deux sont alignés, et c'est pour ça qu'on précise qu'on a le vent dans le dos. Quand vous avez le sujet structurel qui est mis en place, parce que c'est quoi le restructuring? C'est qu'en fin de compte, vous avez pris les vrais sujets, vous avez fait un travail de fond, vous avez réduit les coûts, et en général, quand on revient à une situation normale, on ne revient pas au niveau de marge qu'on avait par le passé, mais on a un niveau de marge qui est supérieur, parce qu'en fin de compte, on a fait un travail plus sérieux sur les coûts. Et donc, forcément, la boîte est censée valoir mieux quand elle revient à une situation normale que la situation passée. Et ensuite, si on est sur le bon secteur, si on est sur la bonne rotation, là, on a les tendances structurelles qui portent le dossier et qui vont loin. Donc, en général, quand vous avez une bonne idée, vous espérez que ça marche 3-4 ans. Et donc, quand c'est le cas, vous laissez porter. Ensuite, si en termes de valorisation, si le marché valorise dès à présent, ce qui risque éventuellement de se passer sur Derichebourg, c'est-à-dire que si Derichebourg atteint les 8-9 euros, c'est possible que le marché va intégrer les éléments qu'on avait nous en tête. Donc, on avait un target price autour de 8 euros. Si on va à 8 euros cette année, ben, effectivement, qu'est-ce qu'on aura fait? C'est qu'on aura peut-être atteint notre target price qu'on avait fixé à 3 ans. On l'aura atteint en 3-4 mois ou en 6 mois. Et ben, on vendra du Derichebourg, on ira sur une nouvelle boîte sur laquelle on pensera faire la même chose. Voilà comment on fonctionne. Ok, parfait. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. J'avais une autre question, mais qui est un peu plus globale sur la partie plus commerciale, c'est le référencement des fonds. Donc, pour Sunny Manager, bah, c'est un fonds qui est référencé à peu près sur toutes les plateformes que vous connaissez bien. Pour Recovery, bah, c'est en cours, puisqu'évidemment, le fonds vient d'être créé. Donc, bah, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à nous renvoyer un mail pour nous marquer votre intérêt. Et dans ce cas-là, on va continuer, on va commencer à faire cette partie référencement. Bien évidemment, chacun d'entre vous, on va vous envoyer à l'issue de cette présentation, bah, les présentations papier, comme ça vous aurez tout avec vous. Et si vous avez des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas à nous interroger, ou Blaise Nicolet ou moi-même, pour qu'on puisse creuser les sujets. Et évidemment, si vous avez des sujets encore un peu plus précis, bah, ça reste une petite société de gestion entrepreneuriale, Sunny, donc l'accès aux gérants, bien évidemment, sera facilité si vous en avez véritablement le besoin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt.